Émilie a demandé à ma femme, « Pourquoi souris-tu à mon mari ?» J'ai interrompu, « Tu ne sais pas encore, Émilie ?» Ma femme est devenue blême. « Que veux-tu dire ?» J'ai sourié. Il était un peu plus de 18 heures, un jeudi soir glacial, lorsque le VUS d'Émilie s'est garé dans notre allée, dans la banlieue lyonnaise. J'avais obtenu qu'on me ramène à la maison après qu'une panne de logiciel au travail m'ait laissé coincé sans voiture. Émilie, la meilleure amie de ma femme Amandine, avait proposé de m'aider car elle récupérait des plats à emporter non loin de là. Nous avons à peine parlé pendant le trajet, juste des banalités sur la circulation et quelques silences gênés entre deux. Quand elle s'est arrêtée, j'ai ouvert la portière, lui ai fait un signe de tête polie et fatiguée, et j'ai dit « Merci, Émilie. J'apprécie le transport. » Elle a souri en écartant sa frange brune de son visage. « Quand tu veux, Romain. » Sérieusement. C'était tout. Pas de regard insistant, pas de tension aguicheuse, juste deux voisins, deux adultes mariés qui s'entraidaient un jour de semaine. Mais en entrant dans notre maison, j'ai tout de suite su que j'étais tombé dans un autre genre de tempête. Amandine était déjà dans le salon, les bras croisés, ses lèvres si serrées qu'elles semblaient vidées de leur couleur. « Eh bien, ça a été rapide », a-t-elle dit, sans même essayer de cacher le ton tranchant de sa voix. J'ai froncé les sourcils en fermant la porte derrière moi. « Qu'est-ce qui a été rapide ? » Toi et Émilie. Vous aviez l'air très à l'aise à discuter dans sa voiture. J'ai cligné des yeux, confus. Nous avons parlé de la circulation, Amandine, et de la panne. C'est tout. Elle a ri amèrement, ce rire sarcastique et rauque qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle était déjà en colère avant même le début de la conversation. Bien sûr. Juste un trajet amical pour rentrer à la maison. Vous deux, vous avez toujours une si belle alchimie, n'est-ce pas ? J'ai laissé tomber mon sac près de l'entrée et j'ai pris une grande inspiration, forçant ma voix à rester calme. Amandine, j'ai à peine parlé à Émilie. Tu le sais. Elle a proposé de me ramener. C'est tout ce que c'était. Elle s'est approchée, les bras toujours croisés comme un bouclier. Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu la regardes ? De quoi parles-tu ? Je me suis frotté le front, déjà épuisé. Amandine, nous sommes toujours au même endroit parce que tu es sa meilleure amie. Je ne l'ai jamais regardée de cette façon. Je ne la connais même pas si bien que ça. Ses yeux ont lancé des éclairs accusateurs. Tu lui as souri en sortant de la voiture. Je l'ai remercié, ai-je dit, ma voix commençant à se fissurer sous le poids de sa suspicion. Parce qu'elle m'a ramené après que j'ai été coincé au travail. C'est de la simple politesse. Amandine a tourné les talons, faisant les 100 pas un instant comme si elle ne pouvait pas rester en place. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est la façon dont tu agis quand elle est là. Comme si tu t'illuminais ou quelque chose du genre. Amandine, allons, ai-je dit doucement. Ce n'est pas juste. Je rentre du travail. J'aide pour le dîner. Je fais les courses. Et je suis ici avec toi. Tu m'accuses sérieusement de quelque chose d'imaginaire. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Et il y avait quelque chose dans son visage qui m'a fait peur. Pas de la rage, pas un cœur brisé, mais une sorte de vide. Comme si l'Amandine que je connaissais se cachait derrière un mur que je ne pouvais pas franchir. Tu apprécies trop sa compagnie, a-t-elle dit. Beaucoup trop. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers la chambre sans un mot de plus. Ses pas étaient secs et définitifs sur le parquet. La porte a claqué non pas violemment, mais de manière décisive. Je suis resté au milieu du salon, portant toujours ma veste, mon souffle formant de la buée dans l'air froid que j'avais ramené avec moi. Tout semblait figé. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré. Quelque chose que je ne savais pas déjà fragile. On passe des années à penser que sa vie est stable. J'avais un travail de 9 à 5 dans une entreprise de sécurité des données. Je payais l'hypothèque à temps. Je n'oubliais pas les anniversaires. Mon monde était une succession de schémas familiers, café du matin, embouteillage, discussion de groupe sur le football fantastique, course le samedi. Je pensais que je faisais tout correctement. Mais ce soir-là, alors que les murs de notre maison résonnaient de silence, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas derrière ses yeux. Et quoi que ce fût, ce n'était pas à propos d'Émilie, et ce n'était pas fini.
La porte de la chambre est restée fermée pendant des heures. Je ne suis pas allé la voir. Pas par fierté, mais parce que je savais au fond de moi que si elle était déterminée à voir de la trahison en moi, aucune explication ne me disculperait. Alors, j'ai préparé le dîner en silence, des restes de pâtes et du pain à l'ail, mais une seule assiette. Elle n'est jamais sortie. À 22h15, la maison était tombée dans un calme si profond que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur et l'aboiement lointain du chien d'un voisin. J'étais à mi-chemin du pliage du linge quand Amandine a finalement émergé, vêtue d'un jean noir et d'un haut en satin que je n'avais pas vu depuis des années. Elle n'a rien dit au début, passant juste devant moi pour aller au porte-manteau comme si je n'étais même pas là. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé, sans accuser, juste fatigué. Elle ne m'a pas regardé. Dehors. J'ai besoin de m'éclaircir les idées. Dehors, ai-je répété. Comme pour une promenade, où on passe directement au cocktail avec des inconnus? Cela a attiré son attention. Elle s'est retournée lentement, serrant son manteau comme une armure. Une boîte de nuit en ville. Ne m'attends pas. J'ai posé la serviette et je me suis appuyé contre la table, les bras croisés. Amandine, tu vas vraiment sortir maintenant, après m'avoir accusé de quelque chose qui ne s'est pas produit? Elle n'a pas bronché. J'ai besoin d'espace, Romain. Tu n'as pas à contrôler la façon dont je gère les choses. Je ne contrôle rien, ai-je dit doucement. Je suis là à essayer de comprendre comment nous sommes passés des restes de mardi soir à toi qui sors en trombe avec des talons. Elle a passé son sac à main sur son épaule. Peut-être que j'ai besoin d'une nuit où je ne remets pas en question tout ce que je dis ou ressens. Peut-être que j'ai besoin de musique et de gens qui ne me font pas me sentir invisible. Je l'ai étudié un instant. Ses paroles n'étaient pas insensées, mais le moment l'était. Son amertume ne venait pas de notre dispute. Elle venait de quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme si elle avait monté un dossier contre moi bien avant ce soir. Si tu franchis cette porte ce soir, ai-je dit, la voix calme, presque douce, tu n'aimeras pas ce qui suivra. Elle a ri, un rire sec et amer, comme une lame de couteau qui s'ouvre. Ouah, c'est une menace. Non, ai-je répondu. C'est une limite, et tu es sur le point de la franchir. Elle m'a fixé un instant, comme si elle pesait le pour et le contre entre continuer à se disputer ou simplement en finir avec la porte. Ce n'est pas moi qui ai franchi la limite en premier, a-t-elle marmonné, et sans attendre de réponse, elle s'est retournée et est sortie. La porte a claqué derrière elle avec finalité. Les pneus ont crissé sur l'allée verglacée alors que sa voiture s'éloignait. Je suis resté au milieu de notre salon faiblement éclairé, sentant encore son parfum dans l'air. La télévision était toujours allumée d'un peu plus tôt, un jeu télévisé en sourdine projetant des inepties sur l'écran. Je l'ai éteinte et j'ai écouté le néant. Pas de musique, pas de rire, pas de bruit de pas, juste le tic-tac doux et régulier de l'horloge murale. C'était étrange à quel point une maison pouvait rapidement devenir étrangère. Nous avions fait de cet endroit le nôtre, peint la cuisine ensemble, choisi les meubles lors de week-ends de solde, nous étions disputés sur l'endroit où accrocher les photos de mariage, et pourtant, maintenant, debout là, seul, j'avais l'impression d'emprunter de l'espace à une version passée de moi-même. Elle n'a pas seulement quitté la maison ce soir. Elle a laissé quelque chose d'autre derrière elle aussi, et elle n'avait aucune idée de ce que cela coûtait. Il était 3h08 du matin quand la porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. J'étais réveillé, je l'avais été tout le temps. Amandine est entrée lentement, les talons pendant à ses doigts, son haut noir glissant légèrement d'une épaule. Son maquillage était juste assez bavé pour raconter une histoire qu'elle n'aurait pas voulu expliquer. L'air s'est rempli de parfums, de sueur et d'alcool fort, s'accrochant à elle comme un brouillard. Et puis elle s'est figée, les yeux rivés sur les 2 valises grises près de la porte. Les siennes. Entièrement remplies, fermées. Propres. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Je ne me suis pas levé du canapé. J'étais assis là en silence depuis minuit, fixant le parquet comme s'il pouvait offrir des réponses. Mais maintenant, je l'ai regardé fatigué, mais lucide. Ça veut dire, ai-je dit lentement, que tu as franchi une limite. Elle a cligné des yeux, décontenancée par le manque d'émotion dans ma voix. J'avais juste besoin d'air, Romain. Tu sais à quel point j'étais énervé. Je n'ai rien fait de mal. Tu es parti en colère, ai-je dit, me levant maintenant, chaque mot mesuré.
Tu es sorti à 22 heures. Tu es allé Dieu sait où. Tu es revenu en sentant la boîte de nuit, et maintenant tu es surprise qu'il y ait des conséquences. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux allaient des valises à moi. Tu réagis de manière excessive. Tu me mets sérieusement à la porte? Je te demande, ai-je répondu, la voix ferme, de prendre la responsabilité du désordre que tu as créé. Si tu peux m'accuser de quelque chose qui ne s'est pas produit, puis disparaître pendant 5 heures sans explication, peut-être qu'il est temps que nous prenions tous les deux un peu de distance. Ses lèvres ont tremblé. Romain, allons. Tu ne réfléchis pas correctement. Je réfléchis plus clairement que je ne l'ai fait depuis des semaines, ai-je dit. Elle a fait un pas de plus. D'accord, peut-être que j'ai réagi de manière excessive tout à l'heure, mais ça. C'est cruel. Non, ai-je dit sèchement. Ce qui est cruel, c'est de forcer quelqu'un à se défendre contre un mensonge pendant que tu sors faire ce que tu veux. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle dit vivement, si c'est ce que tu insinues. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait, ai-je répondu. Mais tu n'as pas vraiment essayé de prouver le contraire non plus. Les yeux d'Amandine se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas fléchi. J'avais passé trop de nuits à me torturer l'esprit pour faire la paix avec ses humeurs, son silence, ses froideurs. Ce soir, quelque chose en moi s'était finalement, tranquillement, mis en place. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit soudainement, la voix brisée. Tu as de la famille, ai-je répondu. Où Émilie? Je suis sûr que tu trouveras une solution. Elle m'a regardé comme si elle ne reconnaissait plus qui j'étais. Romain, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. On peut arranger ça. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Chaque mot aurait été une répétition d'arguments que nous avions déjà eus, juste plus forts, plus désordonnés, plus vides. Elle a fait un autre pas en avant, mais j'ai secoué la tête. J'ai besoin que tu partes, ai-je dit. Amandine a fixé pendant une longue seconde avant que son regard ne tombe sur les valises. Ses épaules se sont affaissées alors que le poids de la réalité s'abattait enfin. Elle s'est penchée lentement et a redressé l'une des valises. Les roulettes ont heurté doucement le sol alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Sa respiration était tremblante. Je n'ai pas offert mon aide. Je n'ai pas demandé où elle irait. Alors que la porte s'ouvrait, un air froid s'est engouffré, tourbillonnant dans le silence entre nous. Juste avant de sortir, elle a tourné la tête une dernière fois. Tu ne veux vraiment pas en parler? J'ai croisé son regard. Je l'ai déjà fait. Puis j'ai fermé la porte derrière elle, et le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était paisible. La cloche au-dessus de la porte du restaurant a émis un joyeux tintement qui contrastait avec le poids dans ma poitrine. Il était un peu plus de 9 heures du matin. Le ciel dehors était clair, l'air de décembre mordant, et les trottoirs de Lyon étaient encore verglacés de la nuit précédente. Je n'avais pas dormi plus d'1 heure, et ça se voyait, des cernes, une mâchoire tendue, et une douleur creuse qui commençait quelque part sous mes côtes. Marc était déjà là, dans la même banquette que d'habitude, près de la fenêtre. Il m'a fait signe avec ce sourire décontracté qui nous attirait des ennuis à tous les deux à l'université. « Mec, tu as une sale tête », a-t-il dit alors que je me glissais sur la banquette en face de lui. Je ne suis pas vraiment venu pour les compliments, ai-je marmonné, en roulant mes 2 mains autour de la tasse de café qu'une serveuse avait déjà posée pour moi. Nuit difficile, a-t-il demandé en haussant un sourcil. J'ai expiré lentement. Amandine loge ailleurs. Pour le moment? Son sourire s'est effacé, remplacé par quelque chose de plus proche de l'inquiétude. C'est sérieux, hein? J'ai hoché la tête, puis j'ai ajouté, ça couvait depuis un moment. La nuit dernière, elle a franchi une limite. Marc n'a pas insisté. Il était doué pour ça, vous laissez remplir le silence si vous le vouliez. Nous sommes restés assis 1 minute, sirotant notre café. Le bourdonnement du restaurant emplissait l'arrière-plan, le cliquetis des couverts, des rires étouffés d'une autre table, quelqu'un qui fredonnait derrière le comptoir. Il a finalement rompu le silence. C'est drôle que tu mentionnes ça. J'étais de sortie hier soir. L'anniversaire d'un pote au Strobe. J'ai levé les yeux. La boîte de nuit en ville? Ouais. Il a pris une autre gorgée. Je jurerais avoir vu Amandine là-bas avec un type.
C'était peut-être juste de la danse, je suppose. Mais ils étaient très proches. Jean, très proches. Je n'ai pas répondu, me contentant de fixer mon café comme si la réponse pouvait remonter à la surface. Marc a continué, son ton désinvolte mais prudent maintenant. Elle se frottait à ce type comme s'il faisait ça depuis des années. Tu sais quand c'est juste une danse et quand c'est autre chose. Il a fait une pause, puis a ajouté, le gars me disait quelque chose, en fait. Cheveux courts, grands, il portait un de ces blazers suffisants comme s'il pensait avoir inventé l'immobilier. Mon estomac s'est noué, mais je ne l'ai pas laissé paraître parce que le nom qui m'est venu à l'esprit n'était pas seulement celui de quelqu'un que nous connaissions tous les deux. C'était Paul. Paul Martin, le mari de la meilleure amie d'Amandine. Le mari d'Émilie. J'ai forcé un haussement d'épaule, bien que ma gorge soit serrée. Tu es sûr que c'était elle? Marc a hoché la tête lentement. J'en aurais juré. Sa façon de bouger, son rire. La même Amandine. Mais bon, je ne voulais pas faire de suppositions. Je me suis dit que je te demanderais. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Comme si cela expliquait tout. Marc a posé sa tasse. Ça va? Ça va. Non, ça ne va pas. J'ai levé les yeux. Il ne souriait plus. Je te connais depuis longtemps, Romain, a-t-il dit. Quand tu deviens silencieux comme ça, ce n'est jamais bon. J'ai expiré slowly. Je ne sais pas, mec. Je pensais que c'était peut-être juste la pression, la distance. Mais si c'est ce que je pense que c'est. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Tu veux que je t'aide à le découvrir? Quoi? Jean, la suivre, ai-je demandé, un demi-rire s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Pas comme ça, a-t-il dit. Juste. Nous connaissons tous les deux les mêmes cercles. Je pourrais me renseigner. Subtilement. Voir ce qui en ressort. Tu mérites de connaître la vérité, Romain. Pas la version qu'elle te sert. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon pouls battait la chamade, mes paumes commençaient à transpirer, même dans l'air froid du restaurant. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Marc a hoché la tête en retour. Dis le mot, et je m'en occupe. Discrètement. J'ai regardé par la fenêtre givrée vers la rue où les gens s'affairaient comme si c'était un matin ordinaire. Mais pour moi, quelque chose avait changé, car quand quelqu'un vous ment assez longtemps, le silence devient son propre bruit. Et maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain était gris et lourd, comme si le ciel lui-même savait que quelque chose n'allait pas. Marc est venu me chercher dans son camion noir délabré vers midi. Il n'a pas posé d'autres questions. Il m'a juste tendu un thermos de café de station-service et a dit, allons chasser les fantômes. Nous ne savions pas vraiment par où commencer. Amandine avait une poignée d'amis proches, quelques collègues que j'avais rencontrés une ou deux fois, et bien sûr, Émilie. Mais Émilie m'aurait dit si Amandine logeait chez elle, n'est-ce pas? Nous avons commencé près de la ville, l'ancien bureau d'Amandine en centre-ville, le studio de yoga où elle avait l'habitude d'aller, nous sommes même passés devant l'Airbnb qu'elle avait mentionné aimer lors d'un week-end entre filles. Rien. Elle ne se cache pas, a finalement dit Marc en s'engageant dans une rue de quartier calme avec des arbres nus et de coûteuses maisons en briques. Elle se croit juste intouchable. Je n'ai pas répondu. Je regardais les maisons défiler comme si elles pouvaient soudainement ouvrir la bouche et tout avouer. Nous avons tourné au coin de l'avenue des Marronniers, et c'est là que je l'ai vue, la voiture d'Amandine, sa déesse blanche, garée proprement sur le trottoir comme si elle était à sa place. Je me suis redressé. Arrête la voiture. Marc a freiné, et nous nous sommes arrêtés lentement 2 maisons plus loin. Tu es sûr, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. C'est sa plaque. C'est elle. Nous étions devant une grande maison coloniale grise, garage pour 3 voitures, grande baie vitrée, une couronne de Noël encore accrochée bien que Noël soit passé depuis des semaines. La maison de Paul et Émilie. Et la voiture d'Amandine était garée juste devant. Marc n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Le silence entre nous était plus fort que tout. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé. J'appelle Émilie. J'ai composé le numéro.
Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Salut Romain, a-t-elle dit, la voix enjouée comme toujours. Tout va bien? J'ai gardé ma voix calme. Salut, désolé de te déranger. Amandine a quitté la maison après une dispute hier, et elle ne répond pas. Je voulais juste m'assurer qu'elle n'était pas venue chez toi. Émilie a marqué une pause d'une seconde à peine, mais je l'ai remarqué. Non, a-t-elle dit rapidement. Je ne l'ai pas vue depuis des jours. Je pensais que vous alliez mieux. J'ai dégluti, en gardant un ton stable. D'accord. Oui, je voulais juste vérifier. Eh bien, j'espère qu'elle refera surface. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, je le ferai. J'ai raccroché. Marc m'a fixé. Elle a menti. Elle a menti, ai-je répété. Il n'y avait aucune erreur. La voiture d'Amandine était là, bien en évidence. Soit Émilie la couvrait, soit elle ne savait pas. Mais à en juger par sa réaction, elle savait. Je me suis rasseoir dans le siège, regardant à travers le pare-brise. Le mari d'Émilie, c'est Paul, n'est-ce pas, a demandé Marc, faisant déjà le lien. J'ai hoché la tête lentement. Oh, mec, a-t-il murmuré. Les pièces du puzzle se sont réassemblées dans ma tête plus vite que je ne pouvais l'arrêter. Chaque regard étrange qu'Amandine m'avait lancé quand Émilie mentionnait Paul. La façon dont elle changeait soudainement de tenue avant d'aller aux soirées entre filles. La jalousie qui n'avait de sens que si c'était de la projection. Romain, a dit Marc prudemment. Je suis désolé. J'ai secoué la tête. Ne le sois pas. Parce qu'au moment où j'ai vu cette voiture, tout en moi est devenu froid. Pas en colère, pas brisé, juste immobile. Elle ne m'a pas seulement trahi. Elle a détruit la seule amitié que je pensais que nous valorisions tous les deux. Émilie, sa meilleure amie depuis l'université. Et maintenant, Amandine couchait avec son mari. Je n'avais pas encore de preuves, mais mon instinct ne devinait plus. Il se souvenait. 3 jours se sont écoulés sans un mot d'Amandine. Pas de texto, pas d'appel, rien. Et puis, juste au moment où je m'asseyais à mon bureau avec une tasse de café tiède et le bruit de l'imprimante du bureau en arrière-plan, elle a appelé. J'ai regardé l'écran alors que son nom s'illuminait, le pouce planant sur le bouton de réponse. J'aurais dû l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. Romain. Sa voix était douce, sirupeuse, trop douce, le genre de voix qu'on utilise quand on cache quelque chose ou qu'on essaie de vendre quelque chose. Oui, ai-je répondu sèchement. Je me disais qu'on pourrait peut-être dîner, discuter de tout ça. Juste nous deux. Sans se disputer, je promets. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre le ciel gris au-dessus de la ligne d'horizon de Lyon. Dîner, ai-je répété. Je pense qu'on se le doit, n'est-ce pas, a-t-elle ajouté légèrement. Je pourrais même inviter Émilie et Paul. Tu as toujours aimé les recevoir. Je n'ai rien dit pendant un moment. Mon silence n'était pas de la confusion, c'était du calcul. Bien sûr, ai-je finalement dit. Dînons ensemble. Je pouvais l'entendre expirer, comme si elle croyait avoir gagné quelque chose. Super. J'organiserai ça demain soir chez nous. 18h30. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. À demain alors. J'ai terminé l'appel et j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon application de calendrier. 11h30. Jean-Louis Valois, avocat spécialisé en droit de la famille. Pile à l'heure. Nous étions assis l'un en face de l'autre à une table en chêne poli. Le bureau était chaleureux, silencieux et stérile. L'avocat Jean-Louis Valois ressemblait au genre d'homme qui pouvait faire couler le sang avec un stylo. Le contrat de mariage est béton, a-t-il dit en tapotant le dossier. Si elle a été infidèle, et que vous pouvez le démontrer raisonnablement, vous partez avec la maison, les économies, et aucune pension alimentaire. J'ai hoché la tête lentement. Nous avons été mariés un peu moins de 6 ans. Elle n'a pas travaillé ces 3 dernières années. J'ai payé la maison, la voiture, ses études supérieures. Valois a alors levé les yeux. C'est simple. Vous êtes prêt à agir? Mes mains étaient stables, posées sur mes cuisses sous la table. Mon visage était calme, mais ma poitrine.
Elle brûlait. Elle voulait dîner. Elle voulait de la conversation de salon. Elle voulait jouer la normalité. Mais j'avais déjà commencé à fermer la porte, juste pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Oui, ai-je dit. Lançons la procédure. Ce soir-là, je coupais des citrons pour les verres d'eau quand je l'ai entendue entrer par la porte de derrière. Elle avait bouclé ses cheveux, portait ce chemisier bleu pâle que je lui avais dit un jour être mon préféré. Son parfum a rempli la pièce comme un souvenir que je n'avais pas demandé. Ça sent bon, a-t-elle dit avec un sourire. J'ai offert un hochement de tête sec. Je n'ai pas fait grand-chose. Je pensais qu'on commanderait. Comme tu veux, a-t-elle gazouillé, comme si rien de tout cela n'était étrange. À 18h30, Paul et Émilie sont arrivés. Émilie a apporté du vin. Paul a apporté son charme habituel un peu trop étudié, un peu trop empressé. J'ai regardé Amandine le saluer avec une étreinte qui a duré une seconde de trop. Émilie n'a pas semblé le remarquer. Ou peut-être ne voulait-elle pas. Nous nous sommes assis à table. 4 personnes, 2 couples, une pièce de théâtre. Amandine a servi la salade et a commencé à interroger Paul sur son travail. Émilie sirotait son vin, riant doucement à quelque chose qu'Amandine a dit. Et moi? Je les regardais. Chaque regard, chaque sourire en coin, chaque contact visuel fugace, tout était répété. Mais demain, la représentation serait terminée. Ce soir était sa dernière scène, et j'étais juste là pour m'assurer qu'elle ait le public qu'elle méritait. Si vous appréciez l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». La tension a commencé quelque part autour du 2e verre de vin. Émilie avait fait la plupart de la conversation, décrivant des réunions de conseil d'administration cauchemardesques qu'elle avait eues plus tôt dans la semaine. Amandine riait consciencieusement, comblant le silence de quelques hochements de tête bien placés. Paul riait trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle, pendant que je regardais, simplement. J'observais. Leur énergie était différente. Amandine n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs à Paul petit, rapide, comme si elle ne s'en rendait même pas compte. Elle riait à ses blagues avant qu'il ne les ait terminées. Ses yeux pétillaient quand elle se penchait en avant pour lui passer le pain. Émilie ne l'a pas remarqué, jusqu'à ce qu'elle le fasse. C'est arrivé entre 2 bouchées. Nous étions à mi-chemin du repas quand Émilie a penché la tête, plissant les yeux vers Amandine comme si elle essayait d'assembler une pièce de puzzle qui ne correspondait pas tout à fait. « Pourquoi continues-tu à sourire à mon mari ?» a-t-elle demandé soudainement et sans détour, en posant sa fourchette. L'air s'est immobilisé. Paul s'est figé en pleine mastication. Amandine a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, puis a poussé un rire aigu qui a rebondi trop fort sur les murs. « Quoi ?» a-t-elle dit en gloussant. « Émilie, allons. C'est un dîner. Je suis juste polie. »« Non » a dit Émilie sèchement. « Tu ne le es pas. Tu agis bizarrement toute la soirée. Aguicheuse, comme si tu étais à un rendez-vous avec lui au lieu d'être assise en face de ton mari. » Amandine a forcé un autre petit rire. « Sérieusement ? Maintenant tu es mélodramatique. » Mais sa voix a vacillé. « C'est là que j'ai parlé. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas, Émilie ? » Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le visage d'Amandine est devenu blême instantanément, les lèvres entr'ouvertes, le sang se retirant. Paul s'est agité sur sa chaise, soudainement très intéressé par son verre d'eau. Émilie a cligné des yeux, confuse. Savoir quoi? J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai tapoté 1 fois dessus et je l'ai fait glisser sur la table. L'écran s'est allumé, la déesse blanche d'Amandine garée juste en face de la maison d'Émilie et Paul. Horodaté. La nuit de la dispute. Émilie a regardé fixement. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, sa voix commençant à trembler. Je n'ai pas répondu parce que je n'en avais pas besoin. Elle a regardé la photo, puis Paul. Pourquoi Amandine était-elle chez nous il y a 2 nuits? Paul a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Juste un souffle étranglé. Amandine a tendu la main, essayant d'attraper le téléphone. Émilie, ne. Non, a claqué Émilie, s'écartant brusquement d'elle. Réponds-moi. Étais-tu chez moi? Amandine a hésité. Je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. Émilie s'est levée d'un bond,
sa chaise raclant violemment le sol. Tu couchais avec mon mari. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a balbutié Amandine, maintenant paniquée, les larmes aux yeux. Paul s'est levé, les paumes en l'air. Calmons-nous. Émilie s'est tournée vers lui comme un fouet. Tu n'as pas le droit de dire un seul mot. Amandine pleurait maintenant, marmonnant des choses comme « ce n'était pas sérieux » et « c'est juste arrivé une fois ». Mais plus personne n'écoutait. Je me suis reculé de la table. Le chaos s'est intensifié derrière moi, Émilie criant, Paul cherchant des excuses, Amandine essayant de tout maintenir avec des mains tremblantes et un visage strié de mascara. Mais je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai marché jusqu'à la porte, j'ai enfilé mon manteau et je l'ai ouvert lentement. Je me suis arrêté une fois, regardant par-dessus mon épaule. Pas Amandine, pas Paul, juste Émilie. Et dans ses yeux, je l'ai vu, ce passage lent et brutal du choc à la lucidité. Puis je suis sorti, fermant la porte derrière moi. L'air froid m'a frappé comme une vague purificatrice. Pour la première fois depuis des semaines, je pouvais enfin respirer. Les retombées sont venues vite, plus vite que je ne m'y attendais. 3 jours après le dîner, Amandine m'a envoyé un email contenant un paragraphe d'excuses défensives et de regrets peu sincères, se terminant par « Nous devrions parler avant que les avocats ne s'en mêlent ». Trop tard. Les papiers avaient déjà été déposés. Nous ne nous sommes plus revus en personne. Il n'y avait plus rien à expliquer. Le contrat de mariage s'est occupé de tout. Elle est partie avec ce qu'elle avait apporté, ce qui n'était pas grand-chose. La maison, la voiture, les comptes, tout est resté avec moi. Et Émilie, elle a déposé sa propre demande de divorce dans la même semaine. Je ne l'ai pas contactée tout de suite. Nous avions tous les deux besoin d'espace, de temps pour faire notre deuil dans nos coins respectifs. Mais cela n'a pas duré longtemps. La douleur a une étrange façon de lier les gens qui ont traversé le même feu. La première fois que je l'ai vue après ce dîner, c'était au milieu d'un mardi après-midi tranquille. Je suis entré dans un petit café niché près du bord du parc de la Tête d'Or, un de ces endroits confortables avec de vraies tables en bois et des menus écrits à la main sur des ardoises. Et elle était là, assise près de la fenêtre avec 2 tasses de café déjà sur la table. « Salut », ai-je dit en me glissant sur le siège en face d'elle. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Tu as meilleure mine. » Je lui ai fait un demi-sourire. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient d'échapper à une prise d'otage. » Elle a ri. Vraiment ri. Et j'ai réalisé depuis combien de temps je n'avais pas entendu un rire qui n'était pas empreint de tension. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant quelques minutes, nous contentant de siroter notre café et de regarder le monde passer dehors. Puis elle a soupiré et s'est adossée à sa chaise. « Tu veux entendre quelque chose de fou ? » Toujours. Amandine et Paul vivent ensemble maintenant. J'ai cligné des yeux. Sérieusement ? Ouais, a-t-elle hoché la tête. Pas par choix. Aucun d'eux n'a d'autre endroit où aller pour le moment. Elle a essayé de rester chez sa sœur, mais ils l'ont mise dehors après qu'elle a avoué ce qui s'était passé. Et Paul, eh bien, disons qu'il n'est plus exactement le voisin préféré de tout le monde. Je suis resté avec ça un instant, imaginant les deux partageant une maison remplie de ressentiments silencieux et de reproches. Ils se méritent l'un l'autre, ai-je dit. Émilie a remué son café lentement. Ils sont malheureux. D'après ce que j'ai entendu, ils se disputent tous les jours. Personne n'a pardonné à personne. C'est comme 2 serpents piégés dans le même réservoir. Tant mieux, ai-je dit sèchement. Qu'ils se détruisent lentement. Elle a levé sa tasse vers moi. À la destruction lente. J'ai trinqué avec elle. Au nouveau départ. Nous avons bu en silence après ça. Un silence différent de ceux dans lesquels j'avais vécu pendant des mois. Celui-ci était paisible, léger, encore meurtri, bien sûr, encore en guérison mais réel. Je ne sais pas où ça mène, a-t-elle dit doucement. Nous. Je ne demande rien. J'ai hoché la tête. Moi non plus. Elle a levé les yeux vers moi, le regard doux. Mais je suis contente que tu sois là. J'ai souri. Moi aussi. Dehors, le vent s'est levé, balayant des feuilles sèches contre la vitre. Mais à l'intérieur, l'air était chaud, familier, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de survivre. J'avais l'impression de commencer.
Cela faisait un peu plus d'un mois. La vie avait enfin commencé à s'étirer à nouveau. Lente, simple, même ennuyeuse de la meilleure façon possible. J'allais au travail, rentrais dans une maison calme, préparais mon propre café, exactement comme je l'aimais. Pas de drame, pas de dispute, juste moi, ma paix, et le doux bourdonnement des choses qui se stabilisaient enfin. Puis, un samedi matin, alors que je terminais des mots croisés, portant encore le même sweat à capuche de la veille, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver Émilie debout là, 2 cafés à la main, emmitouflée dans un manteau et une écharpe vert, les joues rougies par le vent. Elle a souri nerveusement. « Salut », ai-je dit en m'écartant. « Entre. » Elle m'a tendu une des tasses. Moitié crème, pas de sucre. Toujours comme tu aimes. J'ai hoché la tête. Toujours. Nous sommes entrés dans le salon, et j'ai enlevé quelques livres du canapé pour qu'elle puisse s'asseoir. Elle a regardé autour d'elle comme si c'était la première fois qu'elle venait ici, même si ce n'était pas le cas. Je suppose que c'était simplement différent maintenant. Tout l'était. Elle a tenu son café près d'elle, les doigts serrés autour de la tasse. Je pouvais voir le poids dans son expression, comme si elle retenait quelque chose depuis trop longtemps. Puis elle a levé les yeux vers moi, la voix basse. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » J'ai cligné des yeux. Pas de préambule, pas d'échauffement, juste ces mots lâchés entre nous comme une pierre dans l'eau calme. Je n'allais rien dire, a-t-elle ajouté rapidement. Je me suis dit que j'attendrais, ou peut-être que je laisserais simplement passer. Mais ça ne passe pas, et je suis fatigué de prétendre que ce n'est que du réconfort ou de l'amitié. C'est plus que ça. Je me suis assis lentement en face d'elle. Ma poitrine s'est serrée, non pas de panique, mais dans une étrange sorte de prise de conscience. J'y ai pensé aussi, ai-je dit. Elle m'a regardé, pleine d'espoir mais sur la défensive. Je ne voulais pas gâcher ça, quoi que nous ayons construit, ai-je continué. Nous avons tous les deux traversé tellement de choses, et je ne savais pas si vouloir quelque chose de plus faisait de nous des égoïstes. Ou des imprudents. Émilie a souri doucement, mais ses yeux étaient humides. Ce n'est pas imprudent si c'est réel. J'ai hoché la tête, laissant le silence s'installer. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter, a-t-elle dit. Nous pouvons y aller lentement. Café, dîner, promenade. C'est juste que je ne veux pas traverser cette prochaine partie de ma vie en prétendant que je ne me soucie pas de quelqu'un qui a été juste devant moi tout ce temps. Lentement, ça me va, ai-je dit, et les mots sont sortis plus fermement que je ne l'aurais cru. Elle a tendu la main vers la mienne, hésitante, et quand nos doigts se sont touchés, quelque chose s'est mis en place. Pas un éclair, pas un feu, mais de la chaleur. Une chaleur familière et constante. Nous sommes restés assis comme ça un moment, 2 personnes qui avaient été brisées et trahies, choisissant soigneusement, consciemment de ne pas rester amères. Aucune grande promesse n'a été faite ce jour-là. Pas d'étiquette, pas d'illusion de conte de fées, juste 2 personnes qui recommençaient, ensemble. C'était un jeudi après-midi pluvieux quand Amandine s'est présentée à ma porte. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la nuit où tout s'est effondré. La dernière fois que nous avions parlé, c'était par l'intermédiaire d'avocats. Alors, quand j'ai entendu frapper et que j'ai ouvert la porte pour la trouver là, les cheveux en désordre, l'eyeliner bavé, une main agrippant la lanière d'un sac à main usé, je n'ai pas parlé tout de suite. Elle avait l'air plus mince, vide. La netteté confiante qu'elle portait toujours dans sa posture avait disparu. Ce qui se tenait devant moi n'était pas la femme qui m'avait un jour accusé avec le feu dans les yeux. C'était quelqu'un qui se défaisait. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, la pluie dégoulinant des manches de son manteau. Je n'ai pas bougé, me contentant de la fixer une longue seconde. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa bouche s'est tordue en quelque chose qui essayait d'être un sourire mais n'y est pas parvenu. C'est juste que je ne savais pas où aller d'autre. Elle ne pleurait pas, mais elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait plus de larmes. Paul est parti, a-t-elle dit, expulsant les mots. Il a déménagé il y a 2 nuits. Il a dit qu'il allait rester chez son frère en Provence pendant qu'il réfléchit à la suite. J'ai haussé un sourcil. Réfléchis à quoi? Amandine a laissé échapper un rire sans joie. Sa prochaine arnaque, probablement. Il a utilisé mes cartes de crédit au maximum avant de partir. Il a annulé le compte joint sans me le dire.
J'ai déjà 2 mois de loyer de retard. Et maintenant, des agents de recouvrement m'appellent pour des meubles qu'il a financés à mon nom. Je n'ai rien dit. Elle m'a fixé. Je sais que tu me détestes. Je le mérite. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai croisé les bras lentement. Quel genre d'aide? Elle a hésité. Juste un petit prêt. Assez pour me remettre sur pied. S'il te plaît, Romain. J'ai hoché la tête une fois, lentement, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Amandine a cligné des yeux. Romain, allons. Non, ai-je répété, cette fois avec plus de poids. Tu as fait tes choix. Tu as persisté. Et maintenant, tu es ici parce qu'ils n'ont pas fonctionné. Elle a détourné le regard, la mâchoire se crispant. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Notre mariage non plus, ai-je répondu d'un ton égal. Mais tu n'y as pas pensé quand tu es sorti cette nuit-là, ou les nuits suivantes. J'ai dit que j'étais désolé, a-t-elle claqué, une étincelle de son ancien feu se rallumant. Et je n'ai pas demandé d'excuses, ai-je dit. J'ai demandé la vérité, et tu n'as pas pu la donner. Elle a secoué la tête, l'eau de pluie giclant de ses cheveux. Tu penses que je n'ai pas assez payé? Je pense que tu n'as pas commencé, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je ne me suis pas adouci. Tu peux t'en sortir, Amandine, tout comme j'ai dû le faire. Elle m'a fixé un instant de plus, puis a ricané à voix basse. Ouah. Prends soin de toi, ai-je dit, en reculant déjà à l'intérieur. Elle s'est retournée brusquement, ses talons glissant légèrement sur le béton mouillé, et a dévalé les marches sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger déclic. Pas de cri, pas de drame, juste la fermeture silencieuse de quelqu'un qui n'avait finalement plus de cartes à jouer. Je suis resté près de la fenêtre et je l'ai regardé disparaître sous la pluie, son manteau flottant derrière elle comme un drapeau sur un navire en perdition, et je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni vengeance, juste de l'immobilité. Parce que certaines personnes ne reviennent pas par amour, elles reviennent pour un abri. Et je n'étais plus un abri. Cette nuit-là, la pluie s'était calmée en une douce bruine, tapotant à peine les fenêtres comme si elle était trop fatiguée pour tomber avec force. Émilie était blottie sur le canapé, les jambes repliées sous une couverture, un livre posé sur ses genoux. Elle ne lisait pas, elle m'observait simplement. Je me tenais près de la fenêtre avec une tasse de camomille, encore chaude dans mes mains, regardant le jardin brumeux où Amandine s'était tenue des heures plus tôt. Elle avait l'air désespérée, a dit Émilie doucement. Je l'ai à peine reconnue. J'ai légèrement hoché la tête. Moi non plus. Une pause s'est installée entre nous. Elle a penché la tête. Regrettes-tu la façon dont tu as géré la situation? Je me suis tourné, m'appuyant contre le cadre de la fenêtre, laissant la vapeur du thé monter vers mon visage. Non, ai-je dit simplement. Émilie m'a étudié. Tu n'as même pas hésité. Je n'en avais pas besoin. Elle n'a pas argumenté, mais je sentais qu'elle attendait toujours. Peut-être qu'un côté plus doux de moi se manifeste. Peut-être un signe que je gardais encore une place pour Amandine dans un coin poussiéreux de mon cœur. Je me suis approché et je me suis assis à côté d'elle, posant ma tasse sur la table basse. Elle n'est pas venue ici pour faire la paix, ai-je dit. Elle est venue parce que son monde s'est effondré. Et pour une fois, je n'étais pas le filet de sécurité. Émilie m'a regardé, la voix douce. Et ça te va? J'ai hoché la tête plus lentement cette fois. Je lui ai donné plus de chance qu'elle n'en méritait. Cette fin, c'était à elle de l'écrire. Dehors, la lumière du porche a vacillé une fois avant de se stabiliser. L'orage était passé, et à sa place, il y avait quelque chose de mieux que le soulagement, la paix. Pas le genre qui arrive avec des trompettes ou de grandes conclusions, juste le genre tranquille. Le genre qui vous laisse respirer à nouveau. Émilie a glissé sa main dans la mienne. Aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Nous n'en avions pas besoin. La maison ne résonnait plus de suspicion ou de silence. Plus de regards acérés dans la cuisine. Pas de porte claquée. Pas de mots soigneusement mesurés. Juste une maison à nouveau. Peut-être un peu plus vide. Peut-être un peu plus sage. Mais enfin en paix. Et c'était la fin de l'histoire.
Émilie a divorcé de l'homme qui l'a trahi. Même si elle n'avait pas de plan, pas de solution de rechange, et aucune garantie de ce qui allait suivre, elle est simplement partie. Auriez-vous fait la même chose à sa place ?